et reverront. Donc, en fait, cette table ronde, elle a été conçue un peu avec l'idée de proposer un espèce de dialogue externe, c'est-à-dire entre des chercheurs, des intervenants qui ont des champs particuliers qui nous intéressent, mais comme je leur ai expliqué quand je les ai contactés, qui en fait, voilà ce qu'ils représentent, leurs travaux, dialogue à l'intérieur de chacun d'entre nous lorsque nous sommes face aux jeunes et aux familles. Donc, on va avoir dans cette table ronde Monsieur Brochier, qui est, alors très exactement, chargé de mission, partenariat, formation professionnelle depuis 2018 au CEREC, le centre d'études de la recherche sur les qualifications. Je pense que tout le monde connaît le CEREC, qui a notamment travaillé sur des prospectives métiers, c'est-à-dire ces fameuses enquêtes qui essayent de sonder l'avenir et de dire les métiers du futur. Alors je sais que récemment, j'ai retrouvé, on en retrouve dans les CIO des brochures qui datent d'il y a 20 ans avec les métiers du futur, donc c'est toujours intéressant à retrouver. Et là, plus spécifiquement, parce qu'on s'est dit que pour creuser le sillon des métiers, de leur place, de la valorisation sociale, des enjeux d'avenir et d'écologie, on lui a demandé, mais il a travaillé sur bien d'autres domaines, dans Penser ensemble les métiers du futur, le cas de la filière transformation et valorisation des déchets. Voilà. Donc il faut savoir ce que va nous présenter Monsieur Brochier. En plus, nous servira, je l'ai conçu comme ça, cette table ronde, comme une sorte d'exemple fil rouge des interventions successives. Nous aurons aussi Monsieur Rossier, qui est professeur de, alors j'ai un mauvais accent, très mauvais accent anglais, je crois que j'en ai même pas du tout, Career Counseling, au Centre de recherche en Vocational Psychology and Career Counseling. C'est pas gentil, hein? Moi, je croyais que ça donnait du charme d'avoir un mauvais accent. Bon. À l'université, l'Institut de psychologie de la faculté des sciences sociales et politiques de l'université de Lausanne. Il est vice-recteur des ressources humaines. Il est membre aussi de l'AIOSP-IAEVG, l'association internationale d'orientation scolaire et professionnelle, dont la PsyEN est membre. Et il travaille sur différents domaines de recherche, incorporant la psychologie du conseil, de l'orientation, la psychologie interculturelle. Et nous aurons ensuite Madame Céline Marty, qui est en visio. Donc Madame Marty est professeure agrégée de philosophie, chercheuse en philosophie du travail, et dans le cadre de sa recherche doctorale, elle a travaillé sur la question de la centralité de l'emploi dans la société salariale. Elle s'intéresse notamment justement aux nouveaux rapports que les plus jeunes, mais je ne suis pas sûre que ça ne concerne que les plus jeunes, entretiennent avec le travail, le sens du travail et la place du travail dans la vie. Donc cette table ronde va être conçue avec 3 présentations d'une dizaine de minutes où chaque intervenant va recentrer des données liées à son travail et qui vont nous permettre ensuite de faire une table ronde où l'on va être vraiment en discussion. On va pouvoir poursuivre toutes les questions qui commençaient à se poser, qui ont été initiées aussi par Monsieur Guichard. On aura un tout petit intermède, on en a un petit peu parlé, c'est-à-dire qu'entre le moment où nos intervenants vont nous parler de chacun de leurs voix, mais comme je dis, je considère que chacune de leurs voix en fait, est en dialogue à l'intérieur de nous lorsque nous travaillons avec les jeunes et les familles. Nous allons passer une petite minute et quelques secondes de cette fameuse vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, des jeunes ingénieurs lors de la remise de diplôme à l'école Agro-Paris-Tech Paris. Et sur ce, je me tais. Bonjour, j'ai une grosse voix, donc normalement, vous me direz si je parle trop fort. Effectivement, je suis Damien Brochier, je travaille au CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications.
qui est positionné à Marseille, voilà, et qui est un établissement public qui, depuis maintenant, on a fêté, nous, nos 50 ans, pas nos 90 ans, mais travaille sur ce vaste champ qu'on a coutume à appeler, alors c'est les qualifications dans notre titre, mais qu'on appelle plutôt, nous, la relation formation-emploi, tout ce qui est le lien entre tout ce qui relève des formations, notamment des formations professionnelles dans le système éducatif, mais aussi tout ce qui relève de la formation en entreprise, et puis le lien avec les évolutions des emplois et des métiers. Alors justement, je voudrais peut-être, dans cette petite exposé liminaire, un peu revenir sur un volet de l'avenir des jeunes qui a été un peu évoqué, mais pas trop, qui est un peu de revenir vers vous sur la question un peu du métier. Alors je vais effectivement parler à un moment donné des métiers de la transformation, de la valorisation des déchets, mais je voudrais un peu resituer ça globalement plutôt sur la question du métier et puis de la représentation qu'on peut en avoir, surtout quand on est un jeune dans le système éducatif, mais je pense que ça va aussi interpeller, ça peut aussi interpeller chacun ou chacune d'entre vous sur la représentation que vous avez des métiers. Voilà. Et notamment, bien sûr, des métiers dits du futur, j'y reviendrai. Alors je le fais d'autant plus que cette notion de métier, si on reprend, puisqu'on parlait un peu d'histoire ce matin, on avait un historien, en fait, depuis une quarantaine d'années, à cette notion de métier, c'est beaucoup substitué dans le débat social, la notion d'emploi, pour une raison un peu assez simple. C'est pour ça que je dis 40 ans, parce que c'est assez précis, la montée forte du chômage en France, c'est la fin des années 70, suite à la crise pétrolière. Et donc, depuis 40 ans, l'entrée dans la vie active des jeunes, elle s'est traduite par un nombre de plus en plus élevé de jeunes qui sont passés par, comme on dit maintenant, la case chômage. Hein. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, il était de bon ton dans tout discours de n'importe quel institutionnel de dire qu'un jeune sur 4 était au chômage, ce qui, en passant, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une absurdité, puisque en France, il n'y a pas un jeune sur 4 au chômage. Il y a eu des moments donnés où le taux de chômage des jeunes était à 25%, mais sachant qu'en France, vous avez une grande part des jeunes qui sont scolarisés, en fait, c'est plutôt à peu près 10 à 12% des jeunes qui sont au chômage, mais ça n'enlève rien à la gravité du problème, mais c'est simplement pour expliciter un peu des fois les petits contresens qu'on peut avoir quand on utilise les statistiques. Et donc du coup, l'idée première, c'était que pendant longtemps, pour des jeunes passant par le système éducatif, l'enjeu premier pour des jeunes et pour leurs familles et pour beaucoup d'institutions qui géraient ça, c'était de protéger du chômage les jeunes en leur donnant un diplôme qui permette au maximum d'éviter qu'ils se passent par la case chômage. Et du coup, derrière cette focalisation sur effectivement l'idée de protéger du chômage, on a, à mon sens, occulté, un peu collectivement, la société a un peu occulté le fait que derrière aussi la question du passage à la vie active, il y a la question de comment on forme un futur professionnel, comment effectivement on permet de pouvoir réfléchir comment on empêche de réfléchir finalement au métier qu'on veut exister et avec ces différentes caractéristiques. Voilà. Et donc du coup, je voudrais, il me semble qu'il est intéressant maintenant, dans la période actuelle, si on réfléchit sur les métiers d'avenir, sur, comme on a bien dit depuis ce matin, les incertitudes liées à l'avenir, de revenir sur cette notion de métier, et sur la représentation qu'on en a et sur l'importance que ça a de se représenter les métiers qu'on est susceptible d'exercer. Alors, du coup, je vais revenir très rapidement sur les 3 pistes que je vois en disant d'abord, avant de parler des métiers du futur, je voudrais revenir, mais très brièvement, sur la représentation du présent des métiers. Hein. Voilà. Et donc, parce qu'effectivement, la question de base, qui est une question sans doute auquel vous avez été très souvent confronté en voyant des jeunes, c'est comment un jeune se forge au cours de son enfance et de son adolescence une représentation du monde professionnel. Et donc, du coup, je pense que c'est important de se saisir de cette question parce qu'elle est peu posée dans le débat social et c'est important de se la poser, de regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et donc, du coup, je pense qu'il est important, effectivement, de rendre... C'est mon point de vue, hein, je pense qu'il n'est sûrement pas partagé, mais l'idée, c'est qu'on en débatte. Il est important de rendre possible une perception des métiers par les jeunes pour qu'ils puissent se forger progressivement une représentation
de cet univers du travail et de l'activité dans lesquels ils ne sont pas quand ils sont effectivement dans le système scolaire. Et donc, pour reprendre ce que disait, j'ai fait comme j'ai suivi les débats depuis ce matin, voilà, je pense qu'il faut peut-être faire un peu ressurgir le réel du métier, qui un peu, en tout cas, je pense, plus dans la société française que dans d'autres, a un peu disparu des radars, un peu comme le réel de la guerre dont parlait Hervé Mazurel. Voilà, je pense qu'il y a un côté il faut effectivement, à mon sens, se poser cette question-là. Alors, cette question-là, elle se pose pour un certain nombre de jeunes. Elle se pose, j'allais dire, pas parce qu'ils ont une perception assez claire de leur métier, parce qu'ils observent les métiers exercés par leurs parents. Donc c'est assez fréquent dans les métiers que quand on voit ces métiers... On peut voir ces métiers, exercer le métier de manière quotidienne. On pense par exemple aux enfants de commerçants, aux enfants d'agriculteurs, qui ont une perception claire, en tout cas de ce qu'est le métier de leurs parents, parce qu'ils le voient exercer. Voilà. Et donc je pense que ce rôle de la transmission des métiers par le canal familial, il est important. Et moi, je peux vous dire que j'ai un fils de 16 ans. Quand je suis comme chargé de mission, partenariat, formation professionnelle, et que je dois expliquer ça à mon fils, et que je l'emmène, il vient des fois me voir au travail, c'est pas évident de lui transmettre ce que ça signifie. Alors du coup, je pense qu'en tout cas, cette notion de... Voilà, c'est quelque chose d'important. Et alors, je voudrais juste citer pour ça, ces quelques jours, je triais des anciens mondes là, que j'avais à la maison, et je suis tombé sur un article d'un architecte marseillais, enfin en tout cas du Sud, Rudy Ricciotti, je ne sais pas si vous connaissez, qui est l'architecte qui a conçu et réalisé le Mucem à Marseille. J'en profite pour faire un peu de pub sur ce superbe bâtiment. Et il évoque dans ce souvenir d'enfance qui était il parle de son père qui était maçon. Et il dit, alors ça renvoie beaucoup, j'ai pensé aussi à ce que disait Hervé Mazurel sur la question des sensibilités, vous allez voir, mon père m'amenait sur ses chantiers, et j'adorais ça, je regardais les maçons, le marteau à la ceinture comme des cow-boys, les ferrailleurs qui forgeaient les aciers et les chaînages à la main, c'était des durs, je les admirais, je vivais comme un privilège extraordinaire d'être parmi eux, et c'est là où ça devient intéressant, il dit, ça a nourri le regard que je porte aujourd'hui sur mon métier. Si je n'avais pas observé ces artisans de près, si je n'avais pas senti l'odeur des matériaux, la sensibilité et l'âpreté du monde du travail, je ne serais pas l'architecte que je suis devenu. Et moi, j'ai trouvé, comme voilà, j'étais en train de préparer l'intervention et j'ai trouvé que ça illustrait cette importance aussi, aussi de l'ancrage familial, cette sensibilité qu'on peut avoir au métier à travers comme ça un enracinement familial, l'enracinement dont parlait Sylvia Missy ce matin. Voilà. Oui, il faut que j'aille très vite. Voilà. Donc il faut apporter une question importante à cette question des métiers et voilà, on peut mobiliser, alors il existe dans le système des moyens, les rapports aux métiers, ça se voit, c'est des choses que moi je n'ai pas connues dans les stages de découverte en troisième. Vous avez maintenant de plus en plus de formations en alternance avec effectivement des alternances entre des situations de travail et des situations éducatives, mais je pense que tout ça doit être beaucoup mieux exploité pour vraiment aller creuser derrière ça, qu'est-ce qu'il y a en termes de notion de métier. Et puis le dernier point sur ça, c'était effectivement, je pense qu'il y a un enjeu très important auprès des jeunes pour mettre en jeu de manière beaucoup plus importante la diversité des métiers. Alors là, effectivement, je reprends aussi ce qu'Hervé Mazurel parlait ce matin sur la pathologie de l'image. C'est vraiment important parce que la médiatisation des métiers, moi j'y suis attaché depuis très très longtemps. En France, dans l'audiovisuel, elle est finalement très très réduite à un nombre très restreint de métiers. J'ai essayé la liste, policier, personnel médical, chanteur, cuisinier, sportif, journaliste. Bon, vous pourrez peut-être m'en citer quelques autres, mais sortis de ces 5 ou 6 métiers, dans les médias, on a très peu de choses. Et donc ça me semble très important de travailler comme ça sur ces notions de métier. Alors j'en viens sur la représentation du futur des métiers. Et donc du coup, je voulais partir là de la question une question toute simple qui est l'impact qu'ont des expressions qu'on entend très fréquemment sur les nouveaux métiers. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression, alors je l'ai prise là de Pôle emploi. Selon une étude publiée par Dell et l'Institut du Futur en 2017, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Vous avez sans doute entendu ça, on l'entend tourner en boucle. Et personne ne va regarder derrière qu'est-ce que ça signifie en termes d'implication sur la représentation que les gens se font des métiers et tout ce qui est la manière dont les métiers évoluent. Voilà. Et donc du coup là, très souvent la représentation, c'est qu'il y a des métiers d'un coup de baguette magique qui vont apparaître, on ne sait pas trop comment, d'autres qui vont disparaître, on ne sait pas trop comment.
Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de la dynamique un peu de création, évolution des métiers. Alors du coup, je vais vous montrer, pour illustrer ça, parce qu'on a fait pas mal de travaux là-dessus. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas un travail que nous, on a fait, mais c'est l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, que j'ai trouvé ça dans une de leurs publications. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sur la durée, sur les métiers du web. Voilà. Et il a montré dans ce schéma-là que, effectivement, alors avec un petit schéma, une petite frise chronologique, qu'on est parti, si vous vous souvenez, pour tous ceux qui ont vécu ça, dans les fin des années 90, avec un métier qui était pratiquement unique quand le web arrivait dans une entreprise, une organisation, qui était celui de webmaster. Et il montre, je ne le développe pas parce qu'on n'a pas du tout le temps, que progressivement, un peu par étapes successives, qui sont des étapes, vous voyez, de 3-4 ans, on a des métiers qui se sont largement élargis, complexifiés. Et donc, c'est juste pour illustrer qu'en fait, quand on étudie un peu les métiers, on est dans un processus qui est beaucoup plus celui d'un processus de fragmentation des métiers et par hybridation des compétences. Voilà. Et donc, du coup, on n'est pas du tout dans des métiers qui se créent comme ça d'un coup de baguette magique. On est beaucoup dans une évolution progressive dans le temps et de transformation des métiers. Alors, du coup, sur les métiers du futur, puisque là-dessus, on m'attendait effectivement un peu sur la question des métiers, la transformation, la valorisation des déchets. Je vais le faire très très vite, mais c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que vous avez des métiers qui sont les grands métiers dans la transformation, valorisation des déchets. C'est les métiers qui occupent le plus de gens. En tout cas, c'est les métiers de la collecte et du tri, hein, la collecte des déchets. Ça, vous voyez tous ce que c'est, les rippers qui passent devant chez vous, les camions de poubelle. Et puis le tri, c'est l'image qu'on a des gens qui trient sur des bandes automatisées. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on voit, quand on regarde ça un peu dans le détail, on l'a fait donc il y a 3 ans avec toute une série de professionnels, d'acteurs du monde de la formation, de différents acteurs. Et en fait, on s'aperçoit que ces métiers, ils sont un peu en constante évolution sous l'effet de 2 paramètres, qui est d'une part, là, comme dans beaucoup de métiers, de secteurs, l'évolution des technologies. Vous avez actuellement des technologies qui évoluent de manière très importante sur les camions, les véhicules de collecte de déchets ou de collecte de tri. Donc là, et puis, dans les centres de tri, vous avez des systèmes de plus en plus automatisés, des machines qui arrivent à trier de manière assez automatisée les déchets. Et du coup, ça induit derrière une évolution des métiers, le passage du tri manuel au tri automatisé. Il y a quand même encore des gens, mais qui font d'autres choses autour des machines. Voilà. Et puis le deuxième facteur qui rentre en compte, ça vous le voyez un peu tous les jours, c'est que progressivement, la nature des produits qui sont triés, qui sont collectés, les déchets qui sont censés devenir des ressources, elle augmente, elle évolue. Vous savez, en ce moment, il y a toute une réflexion sur le plastique qui doit être trié. Et bien tout ça, ça génère du coup des nouvelles manières, des nouveaux produits à trier, et ça génère aussi du coup des nouvelles activités qui restent globalement des activités de tri, mais qui doivent effectivement, qui se spécialisent un peu dans tel ou tel domaine. Et donc, on pourrait très bien, sur la question du tri, dans 5 ou 6 ans, faire exactement le même type de schéma que ce qu'il y a sur les webmasters. Voilà. Donc ça me semble être quelque chose de très important à effectivement dire ou à regarder. Alors, vous avez plein de publications sur le sujet, mais voilà, la croyance, c'est important de dire que les métiers, c'est des choses qui évoluent, qui se transforment, et donc, du coup, les jeunes, ils vont être amenés, ils vont rentrer dans un certain état des métiers quand ils vont rentrer sur le marché du travail. Et ensuite, et tout le temps, ces métiers évoluent. Voilà. Alors, dernier point, j'en ai vraiment terminé sur la représentation. Je vais terminer sur justement la représentation du futur de mon métier. Enfin, pour dire tout ça, voilà, j'ai employé des termes assez généraux. Et là, la question, c'est finalement, quand on en vient aux jeunes. Et j'ai tendance toujours à rajouter, mais je pense que vous partagez ça avec moi, et leurs familles, parce qu'en matière de prescription sur le métier à occuper, les familles ont un rôle important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce que j'ai dit précédemment sur un peu les choix d'orientation des jeunes vers les métiers? Alors, le premier point, parce que en dehors des questions des métiers, je travaille aussi beaucoup sur les questions de la formation. On en parlait tout à l'heure, M. Guichard en parlait de formation des adultes aussi. C'est que je pense qu'un des facteurs qui s'est vraiment consolidé depuis maintenant
pas mal d'années. Vous savez qu'en France, il y a une loi sur la formation continue qui a été votée en 1971, mais en 2002, il y a une nouvelle loi qui a changé beaucoup de choses, et puis plus récemment, en 2018, il y a une nouvelle loi encore, et donc il y a quand même maintenant toute une série d'éléments qui font dire qu'on peut quand même assez fortement remettre en cause l'idée d'irréversibilité des choix de vie professionnelle liés à la formation initiale. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit ce matin, Sylvie Lamici l'a dit, avant, il y a 40 ans, on disait, voilà, on choisit un métier, c'est pour la vie. Beaucoup d'entreprises, effectivement, on appelait ça en jargon théorique les marchés internes d'entreprise. Les gens pouvaient progresser tout au long de leur carrière dans la même entreprise. Ça reste dans un nombre beaucoup plus restreint d'entreprises, mais globalement, il y a des possibilités d'évolution professionnelle qui sont beaucoup plus importantes. Donc, le diplôme, ça reste important, effectivement, pour s'intégrer dans un emploi du présent, mais ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources qui sont mises à disposition des individus dès qu'ils rentrent, même avant, mais dès qu'ils rentrent sur le marché du travail, comme on dit, je suis désolé, c'est le terme consacré, pour qu'ils puissent évoluer au cours de leur vie professionnelle. Alors, est-ce que ça va leur permettre de transformer les formes de vie, que Jean Guichard le préconise, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit maintenant, ça s'est construit un peu autour du temps, qu'il y a toute une série d'outils, de dispositifs qui permettent de faire ça. Et je pense que c'est important de transmettre ce message aux jeunes que tout ne se joue pas à travers le diplôme qu'ils vont obtenir à la fin de leur vie active et qu'ils vont pouvoir utiliser un certain nombre d'outils, de dispositifs. Alors, pour les citer très très vite, il y a effectivement, vous avez dû entendre parler de ça, alors moins quand on est fonctionnaire, mais on l'a aussi, ce qu'on appelle le compte personnel de formation, hein, qui est un compte dont on dispose et qu'on peut... Voilà, alors ça... Bon, il ne fallait pas aborder ce thème-là, je ne sais pas, mais voilà. Enfin, moi, je vous dis ce qui existe, en tout cas, voilà. Vous avez effectivement tout ce qui est... j'attends un peu que ça se calme. Vous me expliquerez, que quelqu'un m'expliquera après pourquoi il y a ce brouhaha. Vous avez effectivement, mais ça fait longtemps que ça existe, mais ça contient tout ce qui est les formations liées que les entreprises peuvent effectivement vous accorder. Vous avez effectivement, alors notamment, il y a eu beaucoup de réflexions suite un peu au Covid, à tous les désirs de réorientation qui se sont exprimés à ce moment-là, des shows, des dispositifs qui se sont développés. Vous avez, donc, et puis vous avez, alors ça me semble juste intéressant de le souligner par rapport à vous et à vos profils professionnels. Vous avez dû aussi, bien sûr, en entendre parler, tout ce qui relève du conseil en évolution professionnelle, hein, qui s'adresse à des adultes en réorientation, mais où vous avez concrètement un certain nombre de personnes qui s'appellent conseillers en évolution professionnelle. Et moi, pour avoir lu ou vu un certain nombre de gens qui gèrent ça, je pense que, tout en s'adressant à la population adulte, ils ont des enjeux professionnels, des réflexions, une déontologie, des activités qui sont, somme toute, à mon sens, assez proches de vos propres domaines professionnels. Et donc, je dirais, pour terminer sur ce point, que la question de la gestion en termes ressources humaines, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas tout à fait un gros mot, mais c'est la gestion des ressources humaines, la gestion des transitions professionnelles, c'est un domaine qui est en plein développement en France actuellement, et je pense que c'est important d'intégrer cette dimension-là par rapport aux problématiques et à ce qu'on peut dire à des jeunes pour effectivement, parce que ça a été bien dit ce matin, pour faire que quelque part cette vision peut-être incertaine donne lieu peut-être quand même à un certain nombre de certitudes sur le fait de dire quand on est dans la vie professionnelle, on peut continuer à évoluer, on peut continuer à se mouvoir. Alors je voulais dire quelque chose sur la logique d'acquisition continue des compétences, mais on y reviendra après, parce que sur ce terme de compétences, j'ai entendu pareil des brouhahas ce matin, donc on pourra y revenir, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Alors le brouhaha, en général, quand les collègues, cette vague se soulève comme ça, c'est que en fait, ça s'appelle le réel, c'est-à-dire c'est le rapport entre quelque chose qu'on énonce comme étant un droit ou une obligation et la façon dont on peut le voir, ou justement ne pas le voir facilement se mettre en œuvre. Vous avez cité
l'efficacité des dispositifs, on a aussi le droit au retour en formation, on a l'obligation de formation, qui sont tout un tas de choses qui existent en texte et en... Voilà. Le brouhaha, il était là. En fait, c'est du réel, c'est simplement du réel. Voilà. Oui, c'est du réel. Alors, je sais très bien pour les fonctionnaires que c'est compliqué, mais pour l'ensemble des personnels sous statut privé en France, le compte personnel de formation, c'est une réalité. C'est une réalité, mais dont on peut aussi discuter. Je crois qu'il y a eu de récents événements qui ont montré qu'il y avait des détournements de fonds, des abus. D'accord, mais bien sûr. Non, mais ça... Donc on va pas. On va oui, continuer. On a dit que c'était une table ronde. Ça va discuter là ce soir. Ça discute. Alors, en tout cas, merci. Donc voilà, et on est sur l'ancrage aussi de s'interroger sur des filières comme ça qui peuvent paraître aussi des filières d'avenir. Hein. Donc on va donner la parole à Monsieur Rossier qui, après la parole qui quelque part représentait un peu cette part de notre travail qui est comment on s'ancre sur l'information qu'on peut recevoir sur les métiers, cette question des métiers, cette question de est-ce que vous avez la liste de tous les métiers et de tous les diplômes et si j'avais la liste, je pourrais, bon voilà. On a Monsieur Rossier qui, lui, de sa place de chercheur, enseignant-chercheur sur le travail de conseil en orientation, va quelque part incarner cette parole aussi qui dialogue parfois en nous. Mais comment on peut faire ça? Comment ça se passe? Merci. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation d'un regard peut-être un peu différent, d'un regard effectivement d'un chercheur praticien, mais d'un chercheur praticien suisse qui a un contexte un peu différent. Les réalités, effectivement, varient un peu d'un pays à l'autre. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. Donc, comme ça a été, disons, mentionné auparavant, s'orienter a toujours été une affaire un peu compliquée, si on prend le terme s'orienter dans un contexte qui n'est pas, disons, de placer des gens dans des filières, mais vraiment de réfléchir à ses choix à un moment donné. C'est compliqué parce que les gens évoluent, l'environnement change et donc l'interaction entre l'individu et son contexte qui est mouvant donne lieu à toute une série de parcours assez, disons, différents, même si parfois les données de l'individu et du contexte sont un peu les mêmes. Donc en fait, il y a une pluralité de possibilités à un moment donné dans cette interaction. Et donc pour le conseiller en orientation, il ne s'agit pas de considérer juste un choix à un moment donné, mais il s'agit effectivement de travailler avec la personne, d'accompagner, disons, une réflexion autour d'un parcours de vie, comme ça a été dit auparavant, et ne pas se centrer sur une transition, par exemple la transition école-monde professionnel, comme c'était le cas des professionnels dans mon pays, dans les années 20, 30, où l'insertion, en fait, le placement en fait, des jeunes était l'activité principale. Ça constituait peut-être 60% de l'activité, c'est de trouver des apprentissages professionnels aux jeunes. Donc il s'agit de voir ça dans une séquence en fait, de transition. Alors l'orientation scolaire a été pensée comme un outil d'émancipation sociale, de justice sociale, et pour faciliter en fait, l'insertion en fait, professionnelle. Les collectivités publiques, à ce moment-là, imaginaient que l'insertion était une clé en fait, de l'insertion disons, sociale. Et c'est toujours en fait, le cas de mon pays, puisqu'il y a toute une série de prestations qui sont développées pour aider un certain nombre de personnes à s'insérer socialement, notamment des mesures pour les migrants, donc les primo-arrivants. Il y a des mesures particulières avec de l'orientation, toute une série disons, de cours concernant le contexte culturel, les langues, etc. Il y a par exemple l'école de la transition qui est maintenant active et qui accueille beaucoup d'Ukrainiens par exemple et qui propose pour des jeunes entre 15 et 25 ans 1 à 2 années d'école pour essayer de permettre à ces personnes de se rattacher au système scolaire et de formation suisse. Et ce qui est intéressant, c'est que les cours sont donnés conjointement par des enseignants et des conseillers. Donc ils sont 2 en classe et c'est fait de manière conjointe. Le cours de français donne lieu à de l'orientation et inversement. Il y a aussi des mesures d'insertion pour les jeunes à l'aide sociale. Enfin, il y a plein de mesures de cet ordre-là qui allient en fait une réflexion sur les perspectives professionnelles, mais qui vont au-delà de la profession, comme vous le disiez auparavant, avec des notions d'apprentissage, de formation. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Alors le monde contemporain, comme ça a été dit auparavant,
un des aspects un peu complexes qui explique peut-être un peu la paralysie dans laquelle on se trouve, c'est qu'on n'est pas seulement confronté à une seule crise, et celle qui fait l'objet de la thématique d'aujourd'hui, c'est la crise écologique et climatique, mais il y a en fait une pluralité de crises, comme ça a été mentionné auparavant, et en plus, il y a toute une série de mutations. Alors, il y a évidemment la crise climatique. Donc là, je vous ai mis les photos des glaciers. Donc chez nous, c'est extrêmement frappant. Hein. Enfin, on le voit en fait en dizaines d'années, on voit en fait le recul des glaciers. On en parle encore cet été parce qu'on a eu un record dans la fonte des glaciers en regard des différentes canicules qu'on a tous subies. Il y a aussi la crise démographique qui est effectivement très inquiétante. Et puis ces éléments, disons, se renforcent mutuellement. Les aspects démographiques, évidemment, dans les pays du Sud, ça a des incidences extrêmement importantes. On peut penser aux pays sahéliens avec un certain nombre d'implications en termes de stabilité politique qui sont associées à ces éléments-là. Et puis il y a aussi des crises plus conjoncturelles, donc il y a les crises sanitaires, le Covid, mais aussi peut-être la crise des antibiotiques qui peut peut-être se manifester prochainement. Il y a des crises sécuritaires avec l'Ukraine, associées avec des aspects d'incertitude alimentaire, incertitude énergétique. Donc tout ça est assez compliqué. Alors maintenant, concernant, ça va peut-être nous aider, hein, peut-être, parce que nous, on est en train de développer un plan dans nos institutions pour diminuer notre consommation d'électricité par palier de 10% pour cet hiver. Donc on a un plan qu'on développe actuellement, donc moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Et l'étape d'après, c'est des alternances d'électricité par région, quoi. Donc c'est très concret. Donc effectivement, si on diminue notre consommation d'électricité de 50% cet hiver, peut-être ça va nous aider si on arrive à pérenniser la solution. Alors tout ça, ça apparaît en plus dans un monde qui est en mutation. Hein. Donc il y a tout le problème lié à la globalisation. Hein. Donc il y a des délocalisations. On a eu le problème des semi-conducteurs, le problème des masques. On voit bien toutes les implications. Il y a l'aspect que nos économies sont des économies où les services prennent beaucoup de place. Donc il y a une tertiarisation de l'économie. Ça a des incidences, notamment pour des personnes qui ont des niveaux de formation faibles. Il y a la digitalisation, l'automatisation, et puis ça amène parfois à une dualisation du marché du travail. Pas mal d'emplois avec des niveaux d'exigence faibles, beaucoup d'emplois avec des niveaux d'exigence élevés, mais moins au milieu. Mais dans les pays du Sud, on observe en fait le phénomène inverse. C'est les personnes qui ont un niveau d'éducation très faible et très élevé, qui sont précaires sur le marché du travail, associées à de la pauvreté, associé à une insatisfaction. Hein. Donc tout ça, c'est relativement compliqué. Ça a été mentionné auparavant. Il y a une augmentation des travaux dits atypiques, le temps partiel subi, des conditions de travail sans sécurité sociale, le travail sur appel. En France, sur les 15 dernières années, vous avez une augmentation du travail sur des CDD en intérim. Donc c'est des évolutions qu'on connaît dans nos pays. Pourtant, la France est un pays qui a une régulation assez forte, en fait, comparée par exemple à la Suisse. Donc le travail généré par les plateformes numériques accentue ce phénomène-là. Et donc c'est effectivement relativement compliqué que de combiner ces aspects liés à ces différentes crises, ces différentes mutations. Et en fait, ces deux éléments conjugués, en fait, tendent à augmenter les disparités sociales. Parce qu'il y a cette théorie du cumul de désavantages qui, en l'absence de régulation sociale, donc d'une intervention de l'État pour réguler les marchés et les flux financiers, font que les personnes les plus vulnérables sont davantage impactées par ces mutations et ces crises. Donc du coup, en fait, on a une augmentation des inégalités. Donc dans nos pays, on voit une augmentation de la précarité dans une certaine partie de la population. Il y a une augmentation de la population qui bénéficie de l'aide sociale en Suisse, par exemple. Bon, maintenant, c'est un peu diminué parce que le marché du travail est plutôt en croissance. Puis à travers les pays, on voit qu'il y a des inégalités aussi qui se creusent. Moi, j'étais récemment dans les pays d'Afrique de l'Ouest. La situation est vraiment dramatique dans certains pays. Hein. Alors pour des raisons, sécuritaires, mais qui sont liées à des situations économiques, en fait, et des évolutions qui sont extrêmement compliquées, en fait, à gérer avec des déplacements de population interne. Alors, ces crises et puis ces mutations donc, génèrent en fait une instabilité à laquelle on est tous confrontés, les jeunes, les adultes.
ça génère une instabilité, disons, sociale, qui est illustrée par différents mouvements sociaux. Et puis là, je pense que vous avez un peu d'avance sur nous, parce que vous êtes assez, disons, actifs sur ce plan-là. Il y a une instabilité politique, parce qu'il y a toute une défiance à l'égard des gouvernants, mais pas seulement en fait des classes politiques, hein. Il y a aussi une défiance à l'égard des journalistes, des scientifiques. D'accord ? Donc nous, par exemple, quand nous on prend la parole, c'est quelque chose de compliqué. Nous, dans notre plan d'intention à l'Université de Lausanne, on a comme un des objectifs numéro 1, c'est de vraiment contribuer au développement de la durabilité sur le campus et dans la société locale. Mais après, c'est aussi remettre la place du scientifique sur la place publique. Parce que si on veut pouvoir amener des faits pour essayer de convaincre les gens qu'il faut changer de comportement, il faut qu'ils puissent nous croire. Et donc pour nous, c'est un vrai enjeu, un vrai défi. C'est un défi pour nos démocraties, on le voit. Donc il y a une vraie instabilité politique. Après, il y a une instabilité économique. On l'a vu, beaucoup de reconversions. Nous, on parle de déstandardisation des parcours de vie parce qu'il y a plus de transitions, plus de gens qui se réorientent, des gens qui développent des entreprises, des entrepreneurs, des travailleurs nomades, des travailleurs disons, précaires. Enfin, il y a toute une diversité en fait, de parcours. Il y a évidemment la carrière au sens traditionnel qui subsiste, mais il y a une grande disons, diversité de parcours. Ça permet à des gens de se réorienter dans des secteurs totalement différents. Hein. Un de mes voisins, il est agriculteur bio. Ben, il a fait un autre métier jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a décidé de reprendre un domaine, de le cultiver en bio, et puis de vendre sa production au circuit court. Donc ça marche bien, mais c'est évidemment au prix d'un certain nombre de sacrifices. Disons. Donc, il y a toute une série d'initiatives. Cette instabilité, elle génère de l'insécurité à ces mêmes 3 niveaux. Et l'insécurité, elle génère de l'anxiété, elle menace donc le développement social et puis le développement du bien-être, aussi individuel. Et puis les pouvoirs publics en Suisse sont extrêmement inquiets en fait, de cette situation. Elles se posent toute une série de questions. Et, disons, j'ai eu la chance d'être associé à différents groupes de travail au niveau de la confédération où on travaille ce type d'éléments. Mais disons, typiquement, une question qui se pose, c'est est-ce que les formations qu'on propose aujourd'hui sont encore valables dans 3, 4 ou 5 ans ? Il se pose aussi une question sur comment mettre en œuvre cette transition écologique sans mettre en danger le socle social qui permet cette paix sociale, tout en respectant les limites planétaires. Et puis ça fait référence à cette théorie du donut de Kate Raworth, qui, disons, essaie d'expliquer qu'il faut essayer de naviguer entre ces 2 limites. Mais disons, le chemin est assez étroit finalement. Les pouvoirs publics se posent aussi des questions sur la situation sécuritaire. Et puis évidemment, avec le conflit, c'est notre conflit qui, disons, se développe, c'est évidemment relativement inquiétant, notamment la guerre en Ukraine, et toutes les conséquences pour nos sociétés. Donc toutes ces évolutions, toutes ces mutations, en fait, les pouvoirs publics en sont très inquiets, mais les individus aussi sont anxieux face à cette situation-là. Et on voit notamment, disons, un certain nombre de jeunes qui, disons, manifestent cette éco-anxiété dont on parle parfois. Et c'est vrai que les jeunes, ça a été mentionné auparavant, dans la manière dont ils peuvent se mobiliser, sont une vraie force de proposition pour nous, de changement. Mais je pense que là, il y a une vraie nécessité, disons, de solidarité intergénérationnelle, si on veut, parce que c'est extrêmement important qu'ils se manifestent, mais nous, il faut qu'on puisse aussi contribuer à ce mouvement. Donc maintenant, j'en viens maintenant à l'orientation. Alors, disons, et puis là, je vous donne un peu l'avis des pouvoirs publics suisses, en fait. Hein. Ce n'est pas forcément, disons, ma position personnelle qui est reflétée dans ces dires-là. Donc les pouvoirs publics suisses, inquiets de la situation, ont développé un plan 2030 pour la formation et l'orientation. Et en gros, ils se disent, bon, il y a différents volets qu'il faut qu'on développe, notamment il y a le développement tout au long de la vie, ça permet aux gens, disons, de rester
en emploi, de développer des compétences professionnelles, de développer peut-être des nouvelles compétences professionnelles, peut-être davantage en lien avec de nouveaux secteurs qui pourraient se développer. Donc mettre le paquet sur la formation tout au long de la vie. En Suisse, la formation professionnelle, ça concerne 2/3 de la population. Et donc, ces personnes-là doivent aussi avoir accès à une formation professionnelle tout au long de la vie, pour des métiers qui tenderaient à disparaître, pour des gens qui voudraient changer de métier. Donc il faut proposer des formations modulaires, accessibles à tous, avec une reconnaissance des acquis, en fait, qui permettent aux gens de naviguer dans ces différentes professions, en fait, qui sont assez fortement régulées en Suisse, et qui permettent donc d'accompagner, en fait, les transitions des gens. Il y a aussi l'idée qu'il faut développer des offres d'orientation intégrées à l'ensemble des mesures, disons, d'insertion socio-professionnelle, comme j'ai dit auparavant, pour les migrants, les personnes marginalisées, les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes ayant subi des atteintes à la santé, etc. Donc chaque fois dans ces dispositifs-là, des conseillers participent en fait à l'animation de ces ateliers. Il y a aussi un nouveau dispositif qui a été, disons, développé pour les personnes de 40 ans et plus, qui combine des ressources digitales avec des entretiens en face à face. Mais là, typiquement, on atteint plutôt des personnes qui ont des niveaux d'éducation élevés. Et donc, il y a toute une réflexion à l'heure actuelle qui est en cours. C'est vraiment un état de réflexion sur que faut-il développer comme intervention à bas seuil, moins exigeante pour les bénéficiaires, qui pourraient être proposées à des personnes qui auraient des niveaux d'éducation plus faibles. Puis, il y a toute la question de comment intégrer les questions de durabilité dans ces modes d'intervention. Donc les conseillers sont évidemment amenés à tenir compte en fait, du résultat de cette incertitude et puis de l'anxiété qui se manifeste chez les gens, dans la réflexion que ces personnes ont sur leur choix, disons, de formation et leur choix professionnel. Ils doivent accompagner les bénéficiaires à tenir compte des éléments liés à la durabilité dans l'étude des différentes options professionnelles et de vie. Et il faut quand même constater qu'il y a plein de personnes qui, dans leur choix, en fait, s'engagent très fermement en fait, dans des directions qui sont durables. Donc il y a des gens qui s'engagent concrètement. Et donc il faut pouvoir accompagner aussi ces volontés-là. Il y a par exemple, pas loin de chez moi, une communauté d'artisans qui ont un mode de vie extrêmement durable. Finalement, il y a toute une question de la formation même de ces conseillers. Et là, au niveau national puis au niveau cantonal, on est en train de développer des formations continues pour les conseillers, pour justement voir avec eux comment intégrer ces éléments-là dans les interventions qu'ils proposent aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Donc pour conclure, je voudrais simplement, disons, répéter que, à mon sens, disons, une offre d'orientation contemporaine pertinente d'orientation doit adopter une approche holistique, donc tenir compte des différentes sphères de vie de l'individu. Elle doit être contextualisée pour tenir compte de la situation sociale, politique et économique, de la position de l'individu dans le champ social, qui lui est en constante évolution. Il faut vraiment avoir une bonne idée de comment la personne se situe en fait, dans l'espace social. Elle doit être adaptée aux besoins du bénéficiaire, raison pour laquelle ça semble assez pertinent en fait, de proposer des interventions différentes en fonction du type de public. Elle doit tenir compte des enjeux de durabilité en intégrant dans la démarche les notions de socle social et de limite planétaire. Et puis finalement, et c'est peut-être, ça peut sembler disons, une évidence peut-être, mais ce n'est pas forcément une évidence dans mon contexte, il faut s'assurer que les prestations soient réellement accessibles à tout le monde, à toutes et à tous, et à tout âge. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, normalement, on va donc retrouver Madame
Marty en visio, qui elle va nous apporter un autre point de vue sur cette question de trouver sa place et de la place du travail finalement, puisqu'on l'a présenté comme à la fois une évidence. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, vous avez Oui. donc c'est à vous. Parfait. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous. Je suis à Besançon aujourd'hui et j'ai une réunion encore tout à l'heure. Mais je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. En effet, moi, finalement, mon propos porte moins sur le contenu de l'emploi, des métiers, que sur la place qu'on accorde à l'emploi comme activité rémunérée dans notre vie, dans notre société et dans notre organisation sociale, en remettant aussi les pratiques de travail dans une histoire longue, parce que là, ce que décrivaient les autres intervenants juste avant sur les mobilités de carrière, le fait que les gens changent de métier en cours de route ou se réorganisent, finalement, c'était encore très courant il y a à peine un siècle. Le mouvement de ce qu'on appelait les paysans ouvriers pluriactifs qui faisaient les moissons en septembre, qui ensuite avaient une activité de menuisier au moment de l'hiver, tout en soignant les vaches en même temps, qui ensuite se concentraient sur les travaux agricoles. C'était en fait très, très courant. Donc, d'une certaine façon, il faut aussi se rendre compte de la situation, que la situation qu'on vit actuellement du marché de l'emploi, elle est aussi très spécifique à nos sociétés. Et donc, ça montre que ça peut changer très vite si on fait des choix en ce sens aussi. Alors, dans mon livre, du coup, qui s'appelle Travailler moins pour vivre mieux, donc ça vous indique tout de suite la direction dans laquelle je vais, j'essaie de comprendre notre idéologie, l'origine et le contenu de notre idéologie morale et politique, culturelle, qui valorise à tout prix le travail. Et ça, je pense que vous voyez très bien à quoi je fais référence. C'est le fait de se dire que c'est le travail qui doit passer en priorité, que le fait de se consacrer à son travail, de vouloir donner ses efforts dans son travail, de passer du temps à son travail, c'est une bonne chose. Le fait de considérer que de ne pas être disponible pour telle et telle chose parce qu'on a du travail, c'est une excuse légitime. Donc, toute cette idéologie qui valorise le travail à tout prix, peut-être sur d'autres activités de la vie, je montre à la fois comment elle a été construite dans notre histoire, dans notre philosophie, d'où elle vient, parce que peut-être que vous savez, on prend souvent ce décalage pour dire que les Grecs ne valorisaient pas le travail, mais à l'inverse, valorisaient les sciences, la philosophie, les arts, les activités politiques, et que le fait de produire quelque chose et même de vivre uniquement d'activités qui ont pour but d'acquérir des revenus, de vivre d'activités économiques, ce n'était pas du tout quelque chose de valorisé. Donc, je reviens sur cette histoire-là pour voir d'où viennent toutes nos idées actuelles à propos du travail, idéologie du travail que je juge peut-être inadaptée à notre contexte actuel pour plusieurs raisons. Contexte social notamment, puisqu'on voit que toute une partie de la population est finalement exclue du marché de l'emploi capitaliste en l'état, qui d'ailleurs valorise souvent plutôt les jeunes, et on a un chômage des seniors qui est conséquent. Donc ça, c'est aussi problématique sur le long terme. Donc un marché de l'emploi qui est inadapté et qui exclut de fait des gens, une idéologie du travail qui est peut-être néfaste aussi politiquement, puisque toute notre énergie, toutes nos valeurs sont concentrées sur le travail, et donc peut-être qu'on n'a plus d'espace et d'énergie pour le temps politique qui serait nécessaire dans le cadre d'une démocratie pour être des citoyens à part entière. Et enfin, une idéologie du travail qui nous mène aussi souvent à un productivisme, à l'idée qu'il faut toujours en faire plus, que la croissance économique, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il va falloir produire plus et donc il va falloir travailler plus. Et ça, c'est intenable écologiquement, puisque nous sommes dans un contexte où nos ressources de production sont finies et où chaque activité de production consomme des ressources et produit des déchets. Donc, on a eu le cas on a parlé là du traitement de ces déchets-là, mais c'est pas uniquement les déchets plastiques, ça va être les déchets numériques, ça va être des productions industrielles dont on ne sait que faire sur le long terme, production nucléaire aussi, de déchets nucléaires.
Donc, en tout cas, dans mon livre, je reviens sur cette idéologie-là. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les questions, parce que ça revenait sur quelques questions que vous avez posées à la fin de la précédente intervention. Et c'est aussi en questionnant cela qu'on peut se demander finalement pourquoi on cherche d'une part à faire carrière, pourquoi la carrière ce serait uniquement dans un même métier. Donc à minima, je pense que c'est important de poser ces questions pour se rendre compte que nos propos sur le travail ne sont pas neutres, mais se situent dans une société bien précise, parfois connaître quelque chose de notre propre vision du travail et de notre propre place dans la société, puisque toutes les classes sociales ne valorisent pas le travail de la même façon, n'y cherchent pas la même chose non plus. Et donc, je pense que c'est important de mettre à plat ces enjeux-là aussi, peut-être de déculpabiliser et de démoraliser les enjeux autour du travail. On le voit très souvent dans l'actualité politique, notamment dernièrement, Fabien Roussel qui critiquait la France des assistés et qui voulait remettre en avant la valeur travail. Non, en fait, parler d'assistés, parler de fainéantise, parler de paresse, c'est vraiment rajouter une dimension morale sur des problèmes politiques qui devraient être traités politiquement. Et en rajoutant une dimension morale, on rajoute aussi des sentiments de honte, on complexifie les choses finalement, on individualise les situations en disant c'est de ta faute, tu es un assisté, etc. Et non pas c'est la situation du marché de l'emploi, pas de bol en Ardèche, c'est pas aussi dynamique qu'en Île-de-France. Et donc, je trouve que individualiser ces jugements-là et les moraliser, finalement, ça fait aussi beaucoup de mal. Par-delà la question du contenu du travail en tant que tel, mais on pourra y revenir aussi sur l'exemple des déchets, je pense que l'un des enjeux, et c'est aussi ce que je défends dans mon livre et dans ma thèse, c'est d'articuler les différents temps sociaux. Parce que, d'ailleurs, vous avez face à vous des enfants, des adolescents qui ont plein d'activités dans leur semaine, qui n'ont pas que l'école, qui ont aussi des temps avec leur famille, leurs amis, parfois qui ont des temps sportifs, des temps culturels. Et d'une certaine façon, on a l'impression que à l'âge adulte, le travail devrait prendre la place centrale. Et on remarque souvent d'ailleurs que les jeunes travailleurs, juste après leur diplôme, sont prêts à sacrifier leur vie sociale, ne plus voir leurs amis, ne plus voir leur famille, ne plus faire de sport, ne plus consommer de la culture dans un sens très large, parce que le travail devrait primer. Et d'une certaine façon, peut-être que ce décalage, il est aussi mal vécu en première personne. Quand vous aviez l'habitude de faire plein d'activités en dehors de l'école et qu'ensuite on vous dit maintenant c'est votre travail de 9h à 20h, c'est dur aussi peut-être à vivre. Donc je pense que c'est important aussi de tenir compte de cette articulation des temps sociaux qui peut être plurielle en fonction des intérêts des enfants, de leur propre parcours biographique. Parfois, vous avez des enfants dont les parents travaillent énormément et ils ne sont jamais à la maison. Vous n'avez pas le même rapport au travail qu'à l'inverse quand vous voyez vos parents beaucoup plus souvent ou quand vous avez été éduqué, je ne sais pas, par vos grands-parents ou des proches. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui conditionnent aussi la façon dont on envisage notre propre rapport à l'emploi. Peut-être pour revenir sur le contenu du travail, et ça fera le lien avec les précédentes interventions, j'aimerais insister sur le fait que le travail est en soi une activité qui a un coût écologique, puisque le travail est une activité qui produit des choses. Pour produire, le travail consomme des ressources. Et pour mettre le travailleur dans les conditions de travailler, il y a aussi certaines conditions en tant que telles. Le travailleur doit se déplacer. Il doit consommer parfois à manger sur place ou sur son lieu de travail. Quand il rentre le soir, il a des consommations compensatoires de sa journée potentiellement difficile. S'il n'a pas eu le temps de se faire à manger ou autre, il va être plus tenté par des produits tout prêts, des marchandises toutes prêtes. Et donc, il y a toute une face écologique du travail dont on ne tient pas compte finalement quand on pense à la transition écologique et à la sobriété dont on parle aujourd'hui. Je crois que c'est la journée de la sobriété. Peut-être que être plus sobre, c'est aussi travailler moins et faire en sorte qu'au travail, on change nos habitudes de production finalement. Puisque quand on parle d'écologie, on parle souvent d'habitudes de consommation. On dit qu'on prend moins la voiture, on dit qu'on mange moins de viande, mais finalement, on ne questionne jamais le travail
en tant que tel. Je vous propose, Madame Marty. Oui, je voulais faire le lien. Oui, Je voulais faire juste le lien avec la question des métiers du recyclage, enfin du tri des déchets, etc. En effet, on envisage souvent que certains métiers vont apparaître du fait de la transition écologique, mais on ne pose jamais la question frontale des métiers qui vont disparaître et des raisons pour lesquelles ils vont disparaître. On sait très bien qu'il y a des fonctions de production aujourd'hui qui ne servent qu'au système capitaliste marchand à nous faire consommer plus de produits ou de services dont on n'a pas nécessairement besoin. Je pense notamment à la publicité, qui consomme en plus de l'électricité dans le cas des panneaux publicitaires lumineux. Et donc, l'enjeu, c'est pas uniquement de dire vous inquiétez pas, ça va créer plein d'emplois, la transition écologique, mais aussi de voir les métiers dont on pourrait se passer, parce que ce ne sont peut-être pas les emplois où il faut concentrer nos efforts. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous voyez, on a essayé de poser le... Merci beaucoup. Donc je pense que voilà, vous comprenez le petit tour qu'on vous a fait. Et avant d'entrer justement dans la phase des questions et des échanges, et puis l'idée aussi qu'on puisse avoir un dialogue entre nos trois intervenants, je vais donc vous lancer. Est-ce que c'est bon pour la visio là-haut? Oui. Est-ce que vous... Oui. C'est bon? C'est parti. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres. Développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent, que ce doute soit quotidien ou fugitif. À vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentez le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Vous qui prenez le TGV tous les week-ends en quête d'un bien-être jamais trouvé. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, ou qui espériez changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Un passage, mais je pense qui illustre la question qui est posée. Je trouve que c'est très émouvant en fait. C'est-à-dire que voilà, on a voulu concevoir ça, c'est-à-dire de parler de ce problème-là de différentes voix et de laisser la parole donc à ces jeunes qui le disent. Il faut regarder la vidéo en entier, et il y en a eu d'autres et je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et qui, pour moi, illustre la parole des jeunes quand on les a dans notre bureau, en fait, et leurs familles. Donc, ce que je vous propose maintenant, moi, j'ai préparé quelques questions, mais on peut entamer directement avec vos questions. Pour vous donner un petit axe, moi, les questions que je posais et que j'ai proposées donc aux intervenants,
comme axe de réflexion, c'est quelle que soit leur place. Hein. C'est-à-dire que sur cette question-là, j'interroge aussi bien Madame Marty que Monsieur Brochier que Monsieur Rossier. C'est mais oui, bon, mais quelle place pour les inégalités, la lutte contre les inégalités? C'est une question. Parce que malgré tout, tant que les professions, les activités ne sont pas, comment dire, reconnues de la même manière au niveau des rémunérations et au niveau de la place sociale, ou en tout cas qu'il y a une rupture parfois, et on l'a vu avec la récente épidémie, entre utilité sociale et reconnaissance et rémunération, ça interroge quand même. La notion des reconversions, c'est pareil, c'est une question. Moi, je trouve ça très très bien, tous les gens qui se reconvertissent, mais les gens qui se reconvertissent, souvent, ils ont une première carrière, ils ont déjà investi des choses, ils ont construit une vie, et c'est pas la même chose que de se lancer directement dans un projet. Mais ça interroge aussi, et Madame Marty, c'est-à-dire que je suis vraiment dans le fait de problématiser ce que vous dites les uns et les autres, effectivement, c'est-à-dire que la sobriété, c'est aussi un problème de consommation, et donc la consommation... Bien, si on veut être rémunéré, gagner de l'argent, en général, c'est pour consommer, c'est pas pour faire autre chose. Donc, le lien travail, consommation, rémunération me paraît central, mais en interrogeant les inégalités ou le problème de reproduction des inégalités qui peut se masquer derrière. Voilà, donc ça, c'était l'une de mes premières axes de questions. Hein. Vous les aviez, j'ai un peu regroupé différentes choses que je vous avais posées. Et si vous avez d'autres questions plus directes, mais déjà je vous pose celle-ci et aussi si vous avez une question les uns les autres pour vos co-intervenants. Alors qui souhaiterait prendre la parole en premier? Je peux commencer, hein, ouais. Ah, et ensuite Madame Marty. Mais disons, bon, c'est des questions assez compliquées, hein, mais disons, c'est vrai que de ce monde incertain, c'est vrai que les gens sont certainement amenés en fait à se réinventer plusieurs fois au cours de leur vie. C'est pas forcément négatif ou c'est pas à prendre comme un constat d'échec sur le système. Ça aussi, ça permet aux personnes de se déployer plusieurs fois de manière disons, différentes. Après, la question, disons, beaucoup plus compliquée que cet aspect-là, qui est en fait une réponse un peu, disons, technocratique à une situation, disons, concrète, qui est une situation d'évolution permanente, c'est la question de comment on amène ce débat lié à la durabilité, disons, dans le cœur de l'intervention, puis qu'il soit, disons, réellement effectif, parce qu'effectivement, le travail a une incidence. Et puis, j'étais visiter l'Athénium, qui est un musée à Neuchâtel sur la préhistoire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les peuples, l'être humain, depuis très longtemps, en fait, a un impact où il exploite, en fait, ou surexploite ses ressources. Donc, c'est assez compliqué pour nous maintenant de totalement, disons, modifier ça. Donc, il y a un problème très concret pour le conseiller de comment amener ça dans son intervention, dans cette relation de face à face avec les jeunes, avec les adultes. Mais après, il y a une autre question de comment on incite les pouvoirs publics à changer de politique. Puis là, disons, en Suisse, on a un problème, on a un challenge, disons, qu'il faut qu'on convainque la majorité de la population de le faire. D'accord ? Donc, on ne peut pas cliver la population, et c'est pour ça que ces aspects sociaux sont extrêmement importants, parce qu'il faut qu'on puisse garantir une espèce d'équité et de justice sociale pour pouvoir inciter la majorité à aller vers le changement, quoi. Oui, moi je voulais juste revenir sur la question de la reconnaissance des professions, parce que c'est vraiment une question qui était au cœur de ce qu'on a fait quand on a travaillé donc, de manière un peu prospective sur la transformation et la valorisation des métiers, avec des professionnels de ces secteurs-là. Les professionnels du recyclage, je ne vais pas rentrer dans le débat, il y a différents secteurs, différentes branches professionnelles, mais le constat unanime de tous ces professionnels qui travaillent là-dedans, c'est de dire, on voit bien qu'il y a un grand champ de préoccupation autour de ça. Nous, simplement, on est issu d'une histoire où voilà, les déchets, on les cachait dans des décharges, personne n'en parlait. Les gens qui étaient dans ces métiers-là étaient très peu reconnus. Et donc, du coup, étaient essentiellement manuels, avec tout le problème qui est quand même un peu plus fort en France que dans d'autres pays, que le travail manuel est effectivement peu moins reconnu au plan des rémunérations. Et donc, ces acteurs-là, on a réfléchi ensemble à ça. Ils ont dit, effectivement,
il y a un vrai enjeu autour de ça. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que il faut savoir que dans ces secteurs-là, hein, je parle vraiment de la transformation, notamment tout ce qui est le recyclage, la gestion des déchets, les valeurs du diplôme ou de la certification des connaissances ne sont pas présentes. C'est-à-dire que ces secteurs, ils ont trouvé effectivement des solutions qui est de prendre, pour exercer l'activité, des gens qui n'ont effectivement aucun diplôme parce que c'était, dans un certain sens, les seules personnes qui acceptaient de venir pour un certain nombre de ces activités-là. Et donc, la question qui est une vraie question difficile, c'est que ces acteurs-là, ils disent, on voit bien que pour pouvoir remplir, nous, assurer ce que je disais tout à l'heure, la gestion de nouveaux déchets, pour pouvoir mieux maîtriser ces éléments-là, donc répondre dans un certain sens aux enjeux de durabilité, il faut qu'on progresse, qu'on soit plus, le grand terme, attractif. Et donc, du coup, il faut effectivement qu'on augmente nos rémunérations et il faut qu'effectivement, on ait plus de diplômes parce qu'on voit bien que par rapport à d'autres secteurs, les diplômes servent quand même bien à quelque chose. Ça permet effectivement d'avoir des gens qui sont mieux formés, qui sont plus à même de pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Mais la question de fond, quand je parlais de processus, c'est que quand vous avez un secteur comme ça, vous avez des gens qui, depuis des années, sont rentrés dans ces secteurs-là et qui vivent et qui ont progressé grâce à leur expérience professionnelle. Et quand on a terminé la chose, c'était les premiers moments où sortaient les premières promotions d'un bac professionnel, j'ai plus le nom en tête, qui était un bac professionnel gestion des déchets. C'est la première fois qu'un bac professionnel était créé là-dedans. Et monsieur... Et là, je termine juste là-dedans. Le problème qu'avait un certain nombre de professionnels, c'était de dire, quand on arrive et qu'on va effectivement intégrer des jeunes dans les entreprises en disant ils ont un bac professionnel, on va du coup essayer d'avoir une rémunération plus élevée pour eux parce que dans les grilles de convention collective, c'est important. On vient se heurter à des gens qui, eux, sont plus anciens, qui ont des années d'ancienneté et qui sont, dans un certain sens, un peu jaloux et qui disent « mais pourquoi eux et pas nous ?» Et donc, c'est juste pour expliquer que c'est un schéma quand même un peu... Dès qu'on rentre comme ça dans la réalité du fonctionnement d'une entreprise par rapport à ça, on est vite face à des enjeux de concurrents entre différentes catégories et c'est un peu compliqué. On va donner la parole à Madame Marty, mais comment intégrez-vous à ce type le type de recherche que vous faites sur les emplois et les qualifications, effectivement, les phénomènes, on n'a pas utilisé de mot anglais, puis en fait, Madame Marty, je la vois plus, du rapport au travail, des nouvelles formes de rapport au travail, du questionnement de la centralité, sur la centralité du travail dans les vies, et on n'a pas encore dit ces mots-là, mais il y a aussi les phénomènes, voilà, le quiet quitting, la grande démission, voilà, tous ces phénomènes-là qui interrogent même l'importance de cette centralité du travail. On a perdu Madame Marty ? Ah. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est dans la période actuelle liée au confinement et au développement du télétravail. Moi, je vois pas mal dans mes activités, je fréquente pas mal l'association des DRH de France. Je peux vous dire que si en tout cas, peut-être avant, il y avait moins de réflexion là-dessus, mais depuis 3 ans, et depuis qu'on est sorti de ça, avec le développement du télétravail, c'est une interrogation qui tous les jours titille beaucoup d'entreprises, parce qu'effectivement, ils sont confrontés, alors notamment en plus de la part de gens qui sont plutôt diplômés, souvent des gens d'encadrement, à ces questions-là qu'a posé tout à l'heure Madame Marty. Donc c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment qui marchent sur des œufs par rapport à ça, parce que qui lâchent beaucoup de lest, mais qui sont effectivement très fortement interpellés là depuis. Je sais pas comment. Tout le monde se demande un peu comment ça va progresser, mais il y a eu ces 2 dernières années, et ça va continuer. Il y a eu beaucoup de réflexions sur, effectivement, comment on pourrait dire, on parlait de forme tout à l'heure, sur la forme entreprise. Qu'est-ce que ça signifie quand on est confronté, effectivement, à ce type de situation ? Merci. On va prendre quelques questions. Il y a... Ah, une question ? Oui, alors c'est dommage, peut-être je peux décaler ma question parce que c'était une question plutôt pour Madame Marty. Parce que ce qu'elle pose, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est
c'est la question de la centralité du travail et de la fonction psychologique du travail. La disparition du travail, bon, c'est pas nouveau, hein, ça date de 95, Rifkin l'avait déjà annoncé. Mais ce qu'on voit quand même, on a cité plusieurs exemples, la grande démission, tout ça. Bon, ce qu'on voit aussi quand même, c'est que la question du sens au travail devient centrale. Et contrairement à ce qui a été dit, elle est valable à tous les niveaux de qualification, de l'aide-soignante à l'ingénieur. Les salariés se posent la question de finalement qu'est-ce que m'apporte, mais surtout qu'est-ce que j'apporte moi. Qu'est-ce que je peux avoir comme réalisation de moi dans mon travail. Et dans un article, Claude et Frédéric Yvon là, citaient, enfin, je reprends cette citation, est-ce que le travail n'est pas repoussé parce qu'il est devenu repoussant, quoi. Hein, c'est-à-dire, on a atteint, enfin c'est le sentiment en tout cas que moi j'ai, les limites du système, hein, d'un système finalement qui ne permet pas à ceux qui sont en première ligne, à ceux qui travaillent, de faire valoir en fait leur expertise et à modifier éventuellement les formes d'organisation du travail. C'est-à-dire, vous disiez, les entreprises lâchent, mais elles lâchent quoi ? Elles lâchent du périphérique. Elles ne lâchent pas grand-chose sur la reconnaissance des formes d'expertise du travail, en tout cas pas souvent. Et pour compléter avec ce que disait Madame Marty, quand on est adolescent, on a beaucoup d'activités et le travail devrait devenir central. Mais bon, il y a aussi des psychologues qui pensent que le repos a du sens justement par rapport à l'activité de travail. C'est-à-dire les chômeurs, on pourrait dire ils sont tout le temps en repos, ils sont effectivement souvent en grave difficulté psychologique, hein, parce qu'il faut se reconnaître dans quelque chose. Et l'organisation du travail actuelle, elle empêche la circulation entre les différents milieux de vie. C'est ce que disait Vallon, c'est ce que disait Malrieux aussi. Et donc c'est pour ça, en fait, même ceux qui essayent de valoriser une reconnaissance d'eux-mêmes dans d'autres milieux de vie, il n'y a pas 36 solutions. Soit cette activité devient une activité effectivement professionnelle et devient centrale, soit ils se heurtent en fait à cette absence de circulation et ils s'en rendent malades. Donc plus que la question de la disparition du travail et donc de la centralité du travail, est-ce qu'il ne faudrait pas examiner sa fonction psychologique et en quoi le fait de ne pas entendre l'expertise de ceux qui travaillent, des professionnels à tous les niveaux et de les utiliser à des finalités auxquelles ils ne participent pas, c'est ça en fait qui est responsable de ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, on va donner la parole à Madame Marty et je vais ajouter une question subsidiaire. Étant donné tout ce que vous nous avez dit, est-ce que du coup vous pensez qu'il faut parler des métiers et du travail aux adolescents ? Oui, pardon, désolée, ma connexion a coupé, mais j'ai pu un peu entendre les réponses précédentes et puis la question. Alors, du coup, sur la question immédiatement, oui, bien sûr que il y a un déni de la compétence des travailleurs et c'est pas nouveau, c'est pas uniquement les années 80 et les méthodes de management, c'est en fait depuis l'organisation tayloriste qui avait pour but de déposséder les travailleurs de leurs compétences pour les incarner dans les machines, dans l'organisation de la production et ne faire des travailleurs que des petits soldats. Et c'était vraiment un but politique chez Taylor qu'il avait pensé en tant que tel. L'enjeu par rapport aux inégalités, un point qui me semble important à dire que certains philosophes de l'éducation pointent quand on leur demande la philosophie, l'école peut-elle sauver le monde, c'est toujours que ce n'est qu'une institution parmi d'autres dans une société qui est inégalitaire. De toute façon, on aura beau essayer de réfléchir à comment éviter de reproduire les inégalités scolaires dans l'orientation, le marché du travail est inégalitaire, les vécus familiaux, les enfants grandissent dans les inégalités
inégalités sociales, ils se rendent bien compte aussi des rapports de force à travers leurs parents. Donc, de toute façon, les inégalités sociales, elles sont présentes partout. Et l'école fait ce qu'on lui donne les moyens de faire aussi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas porter exclusivement ce fardeau, qui est un gros problème, mais auquel je ne trouve pas de réponse immédiate, parce que les inégalités dans les parcours, elles se jouent aussi du fait que certains vont se permettre de bifurquer, comme le disent les gens d'AgroParisTech, parce qu'ils ont un capital familial qui leur permet de ne pas avoir besoin d'emplois très rémunérateurs, alors qu'au contraire, quand vous venez d'une famille où vous avez connu la précarité économique, vous pouvez être rassuré par un CDI dans une banque qui vous paye bien et puis vous ne posez pas de questions. Donc, les choix d'orientation, les choix de critères qu'on priorise en termes de contenu du travail, de conditions de travail, ces choix, ils sont faits aussi après une histoire personnelle qui est très forte. Donc, ce n'est pas évident de désamorcer ça au niveau uniquement de l'orientation. Et moi, je l'ai vu aussi en tant qu'enseignante avec des élèves de terminale qui font leurs vœux sur Parcoursup. Il y a 1000 critères qui rentrent en compte et face auxquels on ne peut rien faire. Il y a des critères géographiques, du fait de pouvoir ou non, pour des raisons économiques, partir de chez ses parents et d'aller étudier dans la grande ville à côté. Donc, il y a 1000 critères qui entrent en jeu et c'est pas facile de proposer une solution qui marcherait à tous les coups. Et alors, sur ce que j'entendais dans la question sur le fait que les chômeurs auraient des problèmes psychologiques de dépression, etc. Et puis que ça passerait, que l'activité psychologique serait essentiellement développée par le travail. Ça dépend de ce qu'on appelle travail, bien sûr, puisque je pense que vous serez tous d'accord avec l'idée de dire que les activités bénévoles, le fait d'être engagé dans la chorale du coin ou dans l'association des animaux de notre ville, finalement, c'est aussi un engagement. Vous n'êtes pas d'accord, madame, mais c'est un engagement psychologique aussi important. Et peut-être que tout placer dans le travail qui, dans notre société, se fait dans un marché de l'emploi qu'on n'a pas choisi et où il y a 1000 variables qui s'imposent à nous en termes de formation, mais aussi en termes de conditions géographiques, économiques dans lesquelles on peut travailler, c'est un peu arbitraire aussi. Puisque, d'une certaine façon, pourquoi ce serait uniquement dans cette activité qui est énormément contrainte, qu'on pourrait développer nos potentiels psychologiques. D'une certaine façon, le travail, le contenu des tâches actuelles, il est déterminé par 1000 impératifs économiques du capitalisme, et espérer que le capitalisme nous permette d'épanouir nos besoins psychologiques et sociaux, c'est lui faire confiance énormément, disons. Donc je vous propose, on va refaire le tour avec ma question, parce que voilà, on a le prix. Donc Madame Marty, je repose la question, et puis du coup je vais vous la reposer aussi, puis on va dire que c'est celle-là qui va nous permettre de continuer à cheminer. Est-ce que du coup on parle du travail et des métiers aux adolescents ? À minima, peut-être, moi pour ma part, peut-être qu'on pourrait déjà poser les questions de ce qui apparaît comme prioritaire ou non, et dans ce qui a pour les enfants. Parce que finalement, quelqu'un qui vous dit « moi, mon but, c'est de gagner de l'argent, d'assurer ma stabilité économique », ça, c'est déjà un critère qui ensuite va l'orienter vers certains types de métiers. Si quelqu'un d'autre dit « bon, moi, mon but, c'est d'avoir du temps libre, c'est d'avoir du temps pour voir mes amis, etc. », je pense que déjà, ça mais vous avez dit que les métiers qui gagnent le plus, parfois le plus reconnus socialement, ne sont pas forcément les métiers qui sont les plus utiles, voire les plus protecteurs par rapport à des enjeux de planète et de durabilité. Oui, mais je pense qu'il n'appartient pas finalement. On peut les sensibiliser à ces questions-là, mais le fait de faire en sorte que ces métiers perdurent ou non, c'est un enjeu social beaucoup plus global. C'est un enjeu politique déjà, parce que vous pouvez interdire certaines pubs, certains métiers. C'est un enjeu de citoyen au niveau de toute la société. Et là, on rejoint la question de tout à l'heure, je crois, sur ce que peuvent les adultes aussi. Et d'une certaine façon, on ne peut pas attendre que les jeunes de 15 ans aujourd'hui agissent sur le marché de l'emploi d'ici 40 ans, puisque la transition écologique, c'est maintenant. D'accord. Donc, pour compléter, je vais vous poser la même question. Monsieur Brochier,
De façon assez courte. Oui, non, mais moi j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est oui. Là-dessus, moi, oui. Enfin, je me suis un peu expliqué longuement là-dessus. Oui, je pense que c'est oui. Oui, c'est oui. Il y a pas, enfin, il y a pas de. Je pense qu'effectivement, c'est oui par rapport à un état de la situation actuelle qui fait que je pense que, je vous dis, c'est un problème de représentation. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, par rapport à titre de la journée, sur la question de l'incertitude sur l'avenir. Il y a un enjeu. Enfin, dire si l'école ne contribue pas à ça, d'autres le feront. Donc moi, depuis longtemps, je pense qu'effectivement, tous ceux qui connaissent bien les enjeux internationaux d'éducation savent bien qu'effectivement, on a une forme de... Quand on parlait d'histoire ce matin, quelque chose qui s'est historiquement constitué, qui est une forme effectivement de coupure, hein, ou plutôt de faibles interactions entre le système éducatif et le monde professionnel, qui, je pense, moi, a beaucoup évolué, parce que je chemine dans ces milieux depuis longtemps, et je pense que ça a beaucoup évolué ces 30 ou 40 dernières années, et je pense que, pour moi, il n'y a aucun tabou. C'est pas quelque chose qu'on doit réserver, la question de la présentation des métiers au monde professionnel. Je pense que le système éducatif a tout à fait sa part pour pouvoir effectivement présenter ça. Disons, moi, je pense que c'est important. Et on terminera. C'est important de parler avec les jeunes et les adultes dans un dialogue du monde tel qu'il est. Donc, si on veut, il y a tous les enjeux qu'on a évoqués. Il y a l'enjeu de la place du travail. Il y a l'enjeu de quel type de travail, quel type d'activité, comment combiner les différentes activités, les différentes sphères de vie, mais aussi les métiers. Il y a le tout. Donc, si on veut, je pense que c'est important d'aborder l'ensemble de ces questions-là avec ces personnes-là. Merci. Donc, le dernier mot n'est pas dit, hein. On continue le débat et les échanges. En tout cas, merci beaucoup pour vos 3 éclairages qui nous ont permis d'avoir des éléments pour continuer de penser cette question. Merci. Merci.